Nous nous sommes proposés, dans le cadre des échanges que nous allons avoir, une longue série d'échanges que nous allons avoir, nous nous sommes proposés de parler avec le reste de membres de toute cette corporation en rapport avec l'analgésie caudale pédiatrique. Et nous allons parler aujourd'hui de l'expérience de notre hôpital, l'hôpital provincial général de référence de Bukavu. Notre présentation va s'articuler autour de 5 points. Après une petite introduction, nous allons parler de l'évaluation de la douleur post-opératoire de l'enfant. Ensuite, nous parlerons un peu des aspects qui nous ont permis de la collecte des observations que nous allons vous présenter ce jour. Et nous finirons au 4e point, nous allons présenter des observations et puis nous finirons par une petite conclusion. Je regrette, mais j'ai l'impression qu'on ne défile pas le diaporama. Je ne sais pas si ceux qui nous suivent, voilà, c'est parfait. Si ça peut être comme ça, ce sera une bonne chose. Donc, nous disions en guise d'introduction que le plan de notre présentation va s'articuler autour des 5 points que vous voyez. Nous allons commencer par une petite introduction. Ensuite, nous allons parler un peu en forme de généralité de l'évaluation de la douleur post-opératoire de l'enfant. Et nous allons parler de la méthodologie ou la façon qui nous a permis de la collecte des observations que nous allons présenter ce jour. Après la présentation des observations, nous nous permettrons de faire une petite conclusion. Diapositive, voilà. En guise d'introduction, nous disons que la prise en charge de la douleur post-opératoire pose déjà problème dans notre environnement de façon générale. Nous ne parlons pas encore du cas spécifique de l'enfant, mais la prise en charge de la douleur post-opératoire pose un problème de façon générale dans notre environnement. Le problème qu'il pose est d'abord sur la façon d'évaluer la douleur, ensuite sur les moyens thérapeutiques disponibles, utilisables pour soulager la douleur post-opératoire. Et le problème aussi reste dans les ressources matérielles et humaines qui sont vraiment limitées. La prise en charge de la douleur post-opératoire de l'enfant n'échappe pas à cette triste réalité. Donc, nous avons aussi un défi en rapport avec l'évaluation de la douleur. Nous avons aussi un défi en rapport avec la disponibilité des moyens thérapeutiques pouvant être utilisés de façon efficace chez l'enfant. Et nous avons aussi un réel défi en rapport avec les ressources humaines et matérielles disponibles. Par rapport à l'évaluation, il y a deux approches globalement. On peut évaluer la douleur post-opératoire chez l'enfant par deux approches. La première approche, c'est une auto-évaluation de la douleur. C'est l'approche la plus recommandée, mais malheureusement, elle n'est pas toujours faisable. Elle n'est pas toujours faisable, pourquoi? Parce que demander à un enfant d'exprimer l'intensité de sa douleur suppose que l'enfant comprend exactement ce que vous lui demandez et qu'il a déjà fait les acquisitions nécessaires en termes d'expression, en termes de langage, pour pouvoir vous répondre par rapport à vos attentes. Donc, cette approche est difficile de façon générale dans le monde à appliquer dans le contexte de l'enfant. Donc, l'approche d'auto-évaluation est aussi difficile dans notre environnement. La deuxième approche, c'est l'approche la plus utilisée, c'est une approche d'hétéro-évaluation de la douleur. Cette approche, c'est l'approche la plus courante. Elle recourt en fait à la mesure des paramètres physiologiques et des paramètres comportementaux. À partir des paramètres physiologiques et comportementaux relevés, on arrive à donner une intensité à la douleur qu'éprouve l'enfant. C'est l'approche la plus utilisée, on va y revenir tout à l'heure. Alors, quand on se décide dans notre environnement, que ce soit pour une auto-évaluation de la douleur ou que ce soit par hétéro-évaluation,
Maintenant, il se pose un problème des outils. Quels sont les principaux outils que nous pouvons utiliser? Il y a plusieurs échelles qui sont proposées dans l'environnement. Il y a plusieurs échelles, certaines utilisables chez les enfants d'un âge et pas utilisables chez les enfants d'un autre âge. Donc, quand on arrive à résoudre l'épineux problème de l'approche, pour comment évaluer la douleur, nous nous posons encore des problèmes en rapport avec quelle échelle il faut utiliser, quelle est l'échelle la plus appropriée dans notre environnement. En dehors du défi lié à l'évaluation de la douleur, il y a aussi un défi lié aux moyens thérapeutiques. Nous sommes dans un environnement de conflit, là où nous prestons. Les observations que nous allons vous présenter, c'est des observations de notre hôpital, l'hôpital provincial général de Bukavu, est dans un environnement de conflit depuis environ un quart de siècle. Les moyens sont limités en termes de modalités thérapeutiques. Quelles sont les modalités que nous pouvons utiliser? Et quand nous nous décidons sur les modalités thérapeutiques, il se pose maintenant un problème de leur efficacité. Quand vous avez des moyens, il faut maintenant réfléchir, est-ce que ces moyens sont efficaces à même de baisser la douleur post-opératoire chez l'enfant et quels en sont les risques? Le troisième défi que présente la prise en charge de la douleur post-opératoire de l'enfant dans notre environnement, c'est le défi lié aux ressources humaines et aux ressources matérielles. Il va de soi que dans notre environnement, on compte vraiment les ressources humaines sont assez limitées. Nous sommes dans un hôpital avec beaucoup d'activités chirurgicales, mais je suis encore le seul médecin et je travaille avec 5 infirmiers anesthésistes. Donc, le problème de la qualité et de la quantité de ressources disponibles, c'est un réel problème. En dehors de ce problème des ressources humaines, les ressources matérielles aussi posent un vrai problème. Les ressources matérielles posent un problème quand vous décidez, par exemple, de faire une technique ou d'administrer les analgésiques à un enfant, peut-être en continu à travers une pousse seringue. Très peu d'hôpitaux sont capables d'avoir ces moyens. Alors, au deuxième point, nous allons maintenant parler de l'évaluation de la douleur post-opératoire de l'enfant dans notre environnement. Il y a d'abord le premier problème, c'est celui de l'approche, comme on le disait tout à l'heure. Nous commençons par les approches. Comme nous le disions tout à l'heure, il y a deux approches. Il y a l'approche par auto-évaluation. L'auto-évaluation n'est pas possible avant que l'enfant n'ait fait quelques acquisitions. Par exemple, pour l'auto-évaluation, il faut que l'enfant ait déjà acquis un niveau de compréhension nécessaire et il doit aussi avoir acquis un niveau d'expression pour pouvoir être utilisé. L'auto-évaluation, c'est vraiment l'approche la plus encouragée parce qu'elle donne l'opportunité à l'enfant victime de la douleur d'exprimer l'intensité de sa douleur. Mais cette approche n'est toujours pas réalisable chez tous les enfants. Alors, la deuxième approche, c'est l'approche en rapport avec l'hétéro-évaluation. C'est l'approche la plus courante. Nous utilisons habituellement l'hétéro-évaluation et l'hétéro-évaluation, en fait, est basée sur la mesure des paramètres physiologiques et des paramètres comportementaux. Ce sont ces paramètres physiologiques et comportementaux qui permettent, après analyse, d'établir le degré de douleur ou le degré d'intensité de la douleur que éprouve l'enfant. Alors, quels sont les outils qu'on utilise habituellement? Par l'approche d'auto-évaluation, il y a deux échelles ou deux outils qui sont utilisés couramment. Il y a ce qu'on appelle l'échelle visuelle analogique. En passant, c'est l'échelle la plus utilisée aussi chez l'adulte. L'échelle visuelle analogique, c'est l'échelle la plus utilisée chez l'adulte. Cette échelle est utilisable aussi chez l'enfant, mais n'est pas utilisable chez un enfant avant 8 ans. Donc, il faut que l'enfant ait fait quelques acquisitions en termes
des capacités intellectuelles en termes de capacités d'expression pour que cette échelle puisse être utilisée. C'est ainsi que l'échelle visuelle analogique n'est validée que pour les enfants à partir de 8 ans. Une autre échelle qu'on utilise dans cette approche d'auto-évaluation, c'est ce qu'on appelle l'échelle des visages. Donc, on montre des visages à un enfant, des visages d'un enfant qui n'a aucune douleur, calme, souriant, vers le visage d'un enfant qui s'est tort ou qui a très mal, et l'enfant choisit le visage qui correspond à la douleur que l'enfant éprouve. Alors, cette échelle aussi n'est pas utilisable chez tous les enfants. Elle ne peut être utilisée que chez les enfants de 4 à 12 ans. Donc, elle a été validée pour pouvoir apprécier l'intensité des douleurs seulement chez les enfants de 4 à 12 ans. Alors, toujours en rapport avec les outils, il y a aussi des outils pour l'évaluation qu'on appelle l'hétéroévaluation. En fait, par hétéroévaluation, c'est qu'on délègue le pouvoir de détecter l'intensité de la douleur, non plus par l'enfant victime de la douleur, mais on délègue ce pouvoir soit au personnel soignant, soit aux proches, les parents de l'enfant pour pouvoir définir l'intensité de la douleur. Et là, il y a quelques échelles qui ont été validées pour l'enfant. Nous avons par exemple l'échelle qu'on appelle l'échelle FLACS. L'échelle FLACS, en fait, c'est l'échelle qui évalue la douleur post-opératoire, mais cette échelle se réfère sur le faciès de l'enfant, se réfère sur la mobilité ou l'attitude des membres de l'enfant, de façon globale l'activité de l'enfant, le cri et le fait que l'enfant puisse être consolable ou pas, que l'enfant puisse être calmé ou pas. Avec cette échelle, il n'est pas possible d'évaluer l'intensité de la douleur chez les enfants et les nouveau-nés avant 2 mois de vie. Donc, c'est une échelle qui n'a été validée que pour les enfants entre 2 mois et 7 ans. Toujours dans l'approche par hétéroévaluation, il y a une autre échelle qu'on appelle l'échelle des douleurs et d'inconfort du nouveau-né. En fait, c'est une échelle qui évalue à la fois et la douleur, donc possible d'évaluer la douleur post-opératoire, et l'inconfort, mais cela n'est possible que pour le nouveau-né, un enfant qui est nouveau-né à terme ou nouveau-né prématuré. Il y a aussi une autre échelle validée chez l'enfant, c'est l'échelle confort. L'échelle confort, en fait, c'est une échelle qui évalue à la fois la douleur, donc notamment la douleur post-opératoire, et le degré de sédation. Et cette échelle n'est valable que pour les enfants qui sont intubés et ventilés aux soins intensifs. Mais c'est une échelle qui a été validée pour les enfants de la naissance à 17 ans. Mais c'est une échelle qui explore à la fois la sédation et la douleur. Une autre échelle, c'est une échelle qu'on appelle PPPM. En fait, c'est une échelle où ce sont les parents qui mesurent l'intensité de la douleur post-opératoire auprès de leurs enfants. Alors, c'est une échelle qui a été validée pour les enfants de 2 ans à 12 ans. Alors, l'échelle qui nous intéresse le plus, et c'est l'échelle que nous pratiquons dans notre hôpital, c'est l'échelle Evendoll. Evendoll pour dire évaluation enfant douleur. C'est une échelle qui évalue donc la douleur de l'enfant. Et ce qui est intéressant avec cette échelle, c'est que la même échelle a été validée pour les enfants de la naissance à 7 ans. Donc, c'est une échelle unique qui est une échelle qu'on utilise par hétéroévaluation, mais qui nous permet d'évaluer l'intensité de la douleur de l'enfant de la naissance à 7 ans. De quoi est faite cette échelle? L'échelle Evendoll. En fait, l'échelle Evendoll, c'est une échelle qui explore 5 items. Il y a 5 items à explorer. Vous avez l'expression vocale ou verbale, vous avez la mimique, vous avez les mouvements, vous avez les positions que prend l'enfant,
et puis vous avez la relation que l'enfant a avec son entourage. Alors, cette échelle a 5 items et chaque item est coté de 0 à 3. Chaque item est coté de 0 à 3. Ce qui fait que la cote maximale par item, c'est de 3. Et quand vous considérez que vous avez donc 5 items, vous avez donc en tout une cote maximale qui serait à 15. Alors, comment sont exploités les items? Le premier item, c'est l'expression vocale ou verbale. En fait, à travers cet item, on recherche si l'enfant pleure, crie, gémit ou dit s'il a déjà acquis l'expression verbale, s'il dit qu'il a mal. Alors, comment on cote sur cet item? Quand l'enfant pleure, crie ou gémit, nous allons mesurer à la fois l'intensité du cri ou de ses pleurs, mais nous mesurons aussi la durée à travers le temps de ces signes. Alors, pour un enfant qui a une expression vocale neutre, un enfant souriant qui ne pleure pas, le signe est donc absent, on lui met 0. Mais quand l'enfant pleure, gémit ou crie, donc il y a maintenant le signe, nous essayons maintenant de voir à la fois l'intensité du signe et aussi la durée à travers le temps du signe. Si par exemple l'enfant crie faiblement ou de façon passagère, là vous lui donnez 1. S'il crie fort ou il crie de façon permanente, là vous lui donnez la cote 3. Et entre les deux, vous donnez la cote 2. Alors, le deuxième item, c'est en rapport avec la mimique. Si l'enfant, on regarde si l'enfant a le front plissé, les sourcils froncés ou a la bouche crispée. Lorsque la mimique de l'enfant est neutre, un enfant qui a une mimique neutre, à la limite, il sourit, c'est que ce signe-là est absent, on cote 0. Et quand l'enfant a soit le front qui est plissé, soit les sourcils qui sont froncés ou la bouche qui est crispée, alors là, le signe est présent. Alors, on note aussi à la fois l'intensité du signe et la durée du signe à travers le temps. Un enfant qui aurait le front plissé ou la bouche crispée de façon permanente, on donnerait la cote 3. Et celui qui aurait le front plissé ou les sourcils froncés de façon passagère ou de façon faible, là, on donnerait la cote 1. Et entre les deux, vous allez avoir la cote 2. Le troisième item, c'est en rapport avec les mouvements. En rapport avec les mouvements, nous vérifions si l'enfant est agité ou est crispé ou totalement enraidi. Si l'enfant est agité, c'est que le signe est là. Et si l'enfant a une attitude normale, donc il n'y a pas de mouvements anormaux, l'enfant est bien détendu, on donne la cote 0. Et si l'enfant est agité ou crispé, je m'excuse, là vous donnez la cote entre 1 et 3. Donc on donne entre la cote 1 et 3. 3 quand le signe est de façon, soit le signe est en continu, de façon permanente, soit le signe est fort marqué. Et 1 quand le signe est faible ou de façon passagère. Et 2, c'est quand on est entre les deux situations. Le troisième et le quatrième item explore ou regarde les positions que l'enfant prend. Si l'enfant prend une attitude habituelle, cela nous laisse penser qu'il n'a pas mal. La cote, ce serait 0. Mais si l'enfant prend une attitude inhabituelle, attitude qui peut être imposée par la douleur, donc une attitude antalgique, où l'enfant reste totalement immobile, là, c'est que c'est une expression de la douleur en termes de position. Alors, nous regardons, est-ce que cette attitude reste ainsi de façon permanente? Là, on donne la cote maximale qui est de 3.
où cette attitude est passagère ou d'intensité faible, là alors on donne la cote 1 et entre les deux, nous cotons, nous mettons la cote 2. Alors, le dernier item explore enfin la relation de l'enfant avec son environnement. On regarde, est-ce que l'enfant vit normalement avec son environnement? Il s'intéresse au jeu, il communique avec l'entourage. Est-ce que l'enfant peut être calmé ou consolé? Si c'est le cas, donc l'enfant vit normalement, c'est que c'est la cote 0. Mais si cette attitude n'est plus normale, la relation de l'enfant est limitée, dictée par la douleur, alors nous voyons l'intensité de cette diminution. Si c'est faiblement diminué, c'est 1, assez diminué, c'est 2, et quand c'est très diminué, où l'attitude, où l'enfant n'a plus aucune relation avec son environnement, il ne s'intéresse plus au jeu, là, on cote à 3. Donc, 5 items cotés chacun sur 3, ça fait donc un maximum de 15. Donc, un enfant qui aurait la douleur maximale aurait 15 sur 15, et un enfant qui n'aurait aucune douleur, ce serait à 0 sur 15. Donc, nous avons enfin, par hétéroévaluation, une échelle qui nous permet d'évaluer l'intensité de la douleur chez un enfant de 0 à 7 ans, et ça nous donne l'intensité de la douleur. Ici, les seuils acceptables, c'est la douleur doit avoir un score Evendoll inférieur ou égal à 3. À partir de 4, il faut soigner. Et cette échelle est réalisable quand le malade arrive en salle de réveil, vous pouvez évaluer, et quand le malade est en train d'être examiné ou essaie de se mobiliser, vous pouvez avoir. Donc, vous pouvez compter l'Evendoll au repos et l'Evendoll pendant l'examen ou pendant la mobilisation. Et si le score est au-dessus de 4 sur 15, vous donnez les médications et vous allez suivre l'Evendoll après. Ça vous permet d'avoir une idée objective sur l'efficacité des moyens thérapeutiques que vous avez administrés à l'enfant. Et vous pouvez toujours faire Evendoll au repos ou pendant que l'enfant est calme et Evendoll pendant l'examen ou pendant la mobilisation. Voilà une échelle utilisable de la naissance jusqu'à 7 ans et qui permet d'avoir de façon extérieure, donc par hétéroévaluation, une valeur sur la douleur post-opératoire de l'enfant. C'est ce que nous faisons. Alors, quelle a été la procédure qui nous a permis de collecter les observations que nous allons vous présenter? Les observations que nous allons vous présenter portent essentiellement sur les données des enfants de moins de 6 ans. Alors, ce sont des enfants de moins de 6 ans qui peuvent recevoir l'analgésie caudale pédiatrique telle que nous faisons. C'est pourquoi nous avons choisi de comparer ou d'avoir les données seulement sur les enfants de moins de 6 ans. Et nous n'avons pas retenu dans les données, donc ceux qui n'ont pas de péridurale, d'analgésie caudale pédiatrique, ce sont les enfants qui avaient plus de 6 ans. Ce sont les enfants qui avaient des problèmes hémodynamiques, notamment les chocs ou une hypovolémie. Nous n'avons pas non plus retenu pour l'analgésie caudale les enfants avec une infection, une contre-indication à une anesthésie médulaire. Notamment, ce sont des malades, des enfants avec des malformations au niveau de la colonne vertébrale, des enfants avec une infection du site ou des enfants avec une hypertension intracrânienne ou les enfants dont les parents avaient refusé donc l'analgésie caudale pédiatrique. Et nous n'avons pas non plus utilisé pour l'analgésie caudale pédiatrique les enfants dont la chirurgie se faisait ailleurs qu'à partir de l'ombilic ou en bas. Et comment nous avons procédé? Tous les enfants admis pour l'analgésie caudale ou non admis pour l'analgésie caudale, nous commencions par une anesthésie par inhalation. Donc, nous commencions une induction par inhalation et nous utilisons essentiellement dans notre environnement l'induction avec la lotane. Donc, induction
par inhalation avec la lotane. Et une fois le niveau d'anesthésie suffisant, au moins au stade 3, nous procédions à la pose d'une voie veineuse périphérique. Et une fois la voie veineuse périphérique trouvée, nous donnions le fentanyl à visée analgésique à la dose de 2 microgrammes par kilo. Et nous donnions aussi la kétamine à des doses analgésiques à raison de 0,1 mg par kilo. Et nous complétions l'anesthésie, la narcose obtenue avec les gaz halogénés en administrant du propofol à raison de 1 mg par kilo. Et avec cette anesthésie, cela nous permettait de procéder au contrôle des voies aériennes supérieures. Alors, contrôle des voies aériennes supérieures que nous réalisions soit en insérant un masque laryngé, soit en intubant avec une sonde endotrachéale. Et nous maintenions l'anesthésie avec les gaz halogénés et nous procédions à la réalisation de l'analgésie caudale avec la bupivacaïne 0,125%. Alors, nous procédions à la réalisation de l'analgésie caudale en mettant les enfants en décubitus latéral. On met les enfants en décubitus latéral et une désinfection rigoureuse du site de ponction et avec un cathéter périphérique, les intraflons, cathéter G22 avec lequel nous posons les voies veineuses périphériques, nous réalisions l'analgésie caudale pour qu'elle nous aide en péropératoire et en post-opératoire. Nous réalisions donc l'analgésie caudale avec la bupivacaïne 0,125% et les quantités administrées suivaient les règles des prescriptions d'Armitage. Donc, nous donnions 0,5 ml par kilo pour les organes génitaux, les bourses, les chirurgies sur les organes génitaux, les bourses et les membres inférieurs, et nous administrions 0,75 ml par kilo pour la chirurgie inguinale et 1 ml par kilo pour la chirurgie en péri-ombilicale. Après, nous installions le malade pour qu'il puisse être opéré. Nous lui donnions la position nécessaire pour qu'il soit opéré. Et à la fin de la procédure chirurgicale, nous administrions systématiquement du paracétamol, 10 mg par kilo. 10 mg par kilo de paracétamol systématiquement à la fin de la chirurgie. Et nous donnions aussi du tramadol, 2 mg par kilo pour tous les enfants opérés. Et nous observions essentiellement la survenue des incidents péropératoires, essentiellement la survenue de la bradycardie, la survenue de l'hypotension artérielle et la survenue de nausées vomissements post-opératoires. Et nous notions le score Evendol chez les enfants 1 heure après le réveil et nous notions la satisfaction des parents en rapport avec la prise en charge de la douleur post-opératoire le lendemain de la chirurgie. Alors, avec ces procédures, quels ont été nos résultats? Nous allons vous présenter là nos observations. Alors, au cours de l'année 2020, nous avons opéré en excluant les malades opérés pour des raisons gynécologiques et obstétricales. Donc là, nous n'avons retenu que des malades opérés pour des raisons chirurgicales, purement chirurgicales, autres donc que gynécologiques et obstétriques. Le bloc opératoire l'année passée a opéré chez nous, nous avons opéré 2417 malades en tout. Et dans les 2417 malades, nous avons eu 52% des malades opérés, c'était pour des raisons de traumatologie. Nous sommes dans un contexte de conflit. C'est un conflit chronique. Il y a des blessés. Ça fait plus ou moins un quart de siècle que les adultes se font la guerre dans l'environnement où nous sommes. Et nous sommes une des structures qui reçoit tous ces blessés, une partie en tout cas des blessés victimes de ces conflits armés. Alors vous comprenez que la traumatologie, c'est une de nos activités essentielles.
nous avons plus de la moitié des malades qui ont fréquenté, qui ont été opérés au bloc opératoire, essentiellement pour des raisons de traumatologie. Nous avons aussi quelques malades de chirurgie générale et digestive, ça représentait 21%, l'urologie représentait 10%, et les spécialités orales et ophtalmologie représentaient 8%, et la neurochirurgie 4%, et la chirurgie maxillofaciale 5%. Donc, l'activité principale que nous avons eue, c'était essentiellement des victimes de conflits armés en dehors des autres spécialités. Alors, nous avons essayé, dans tous les opérés, de relever la proportion des enfants de moins de 6 ans qui ont été opérés. Dans les 2417 opérés, les enfants ont représenté 15%. Donc, sur les 2417 opérés, 15% de nos opérés, c'était les enfants de moins de 6 ans. Ceci, c'est une donnée importante parce que ça nous montre en fait que malgré que c'est plus des adultes qui sont soignés, notamment parce que nous avons des grandes activités de traumatologie, les enfants de moins de 6 ans représentent tout de même une forte proportion. Ça reste quand même dedans 15% des enfants de moins de 6 ans qui ont été opérés parmi les 2417. C'est important, surtout quand on sait que la plupart de nos malades, c'est plus les victimes des conflits armés tout autour. Et nous avons maintenant essayé de voir la proportion des enfants opérés parmi les opérés en excluant Hello, William. Docteur Pierre. Docteur Pierre, on ne vous entend pas? Docteur Pierre? Docteur Pierre, veuillez allumer votre micro. Merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous me suivez. Oui, on vous suit, docteur. Ah oui, je vais continuer. Ah oui, voilà. Je disais donc, de tout ce que nous avons comme observation, nos activités, c'est essentiellement des traumatisés. Les traumatisés, nous sommes dans un contexte de conflit et la plupart de malades que nous avons, c'est en fait des victimes de conflits. Ça représente plus de la moitié des patients opérés au bloc opératoire l'année passée. Et en recherchant la proportion des enfants de moins de 6 ans qui ont été opérés l'année passée, malgré que les activités principales, c'était des blessés de guerre ou des blessés victimes des conflits armés que nous avons, les enfants ont représenté quand même 15% parmi nos blessés. Donc, les enfants, ça reste quand même... les enfants de moins de 6 ans, c'était 15%, ce qui est une proportion considérable. Et quand on essaie de... Excusez-moi, veuillez oui, partager votre PowerPoint en diapo complète. Oui, oui, ça va. Donc, je vais... à votre gauche, à droite. À votre gauche. Non, non, parce qu'il y a le truc... bon, je ne vois pas bien.
je vais essayer. Voilà, diapo. Oui, l'icône là. Oui. Oui, là, Voilà. oui, c'est bon. Alors, malheureusement, je pense que la connexion est lente. Voilà. Donc, globalement, parmi nos opérés, les enfants de moins de 6 ans, c'est une grosse proportion. C'est une très grosse proportion. Quand on exclut le traumatisé victime de conflits armés, j'ai l'impression que ça ne défile pas, c'est assez lent. Donc, ça reste quand même une proportion importante. Donc, 30% de nos opérés, ça reste quand même des enfants de 3 ans et moins. Donc, voilà. Et quand nous recherchons la proportion parmi les enfants de moins de 6 ans qui ont été opérés, nous essayons de voir un peu les raisons pour lesquelles ils ont été opérés. Nous constatons que 60% des enfants de 6 ans et moins qui ont été opérés essentiellement pour une chirurgie qui a porté soit sur l'ombilic, soit sur la partie inférieure du corps, en dessous de l'ombilic. Donc, l'essentiel des enfants opérés, c'est des enfants qui peuvent donc bénéficier donc, de l'analgésie caudale pédiatrique. Et en recherchant un peu la survenue des incidents périopératoires, parce que des échanges que j'ai eus avec les proches, les gens qui prestent aussi dans notre pays, dans d'autres endroits, par rapport aux réticences que les malades et les prestataires des soins ont pour pratiquer l'analgésie caudale, c'est ils ont peur. Oui. Vous êtes, Je ne vous suis pas bien. Votre écran est en zoom. On ne sait pas voir tout l'écran, tous les dias. Vous avez mis beaucoup de zoom, je vois. Il y a une petite portion de votre dia qui se fait montrer. Je ne sais pas si vous pouvez rectifier un tout petit peu. Vous pouvez cliquer sur échapper. Et puis, oui. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup mieux? Peut-être là, ça pourrait être mieux là-bas. Oui, je vais mettre donc à partir de... alors, je vais essayer de défiler. Donc, voilà. C'est beaucoup mieux, je pense. En arrière, parce que c'était un zoom. Et là, vous ne voyez pas, s'il vous plaît. Là, on peut voir un tout petit peu bien, mais pas trop bien. Un tout petit peu. Alors, je ne sais pas, c'est pourtant en mode diaporama. Voilà. Comme ça, c'est beaucoup mieux? Bon, peut-être, si comme vous compris, ça peut continuer comme ça. S'il vous plaît, docteur Obadi, est-ce que c'est beaucoup mieux? Oui, là, on peut voir, mais ça pouvait être... Peut-être que vous avez mis un zoom comme ça. Est-ce que vous me suivez? Oui, on vous suit, docteur Pierre. Je vais repartager votre PowerPoint. Veuillez enlever le vôtre. Oui, c'est mieux. Voilà. Que je fasse quoi? Docteur Nicole va partager votre présentation. Vous pouvez quitter votre présentation. Oui, merci. Je pense que c'est fait. Voilà, c'est bon. Ah, là, c'est mieux. Alors, peut-être que nous allons revenir un peu juste en arrière. Donc, nous disions, voilà, nous étions là. En fait, les limites, nos excuses pour les désagréments liés à la fois à la connexion, à la technologie. En fait, nous avons recherché aussi la proportion des incidents périopératoires. Pourquoi nous avons recherché la proportion des incidents périopératoires? C'est parce que nous avions cru comprendre avec certains de nos collègues, c'est qu'il y avait beaucoup de réticences à faire que ce soit l'anesthésie caudale ou l'analgésie caudale, craignant certains incidents. Alors, l'incident le plus que la littérature rapporte, c'est essentiellement la rétention urinaire. Et nous, on a essayé de mesurer la rétention, les nausées, vomissements post-opératoires, la bradycardie et l'hypotension artérielle. Qu'est-ce que nous avons constaté? En tout cas, sur base de nos observations, il n'y a pas plus ni d'hypotension artérielle, ni de bradycardie, ni de nausées, vomissements chez des patients
qui ont eu à bénéficier de l'analgésie caudale pédiatrique qu'il y en a pour ceux qui n'en avaient pas eu. Donc, c'est une crainte qui n'a pas beaucoup de fondement. En tout cas, sur base des observations que nous avons réalisées l'année passée, il n'y a pas plus de cas d'hypotension artérielle, de bradycardie ou de nausées vomissements chez les enfants qui avaient bénéficié de l'analgésie caudale pédiatrique que chez ceux qui n'en avaient pas à bénéficier. Alors, vous avez encore une minute pour conclure. Docteur Pierre? Pierre? Okay, dear participants, we are sorry about these disagreements. We think we are going to handle them shortly. Doctor Pierre? Doctor Pierre? Can anyone hear me? Deborah? Deborah? Dr. Pierre? Thank you all participants. We have a technical issue. We're trying to get in touch with the presenter. Thank you for your patience. Je ne sais pas si je peux continuer. Oui, docteur Pierre, bonjour. Oui, bonjour, docteur Badi. Je peux continuer? Oui, il y a des désagréments par rapport au réseau. Oui. Le temps nous était parti. Est-ce qu'on peut aller à la conclusion, s'il vous plaît? Oui, alors, oui. Alors, en guise de conclusion, nous disons que, en fait, l'analgésie caudale pédiatrique est d'abord efficace. Donc, les scores des Vendôme le témoignent. Plus de 97% des gens sont contents. Ils n'ont pas réclamé la douleur et ils n'ont pas réclamé les analgésiques au cours, à la première heure après le réveil. Donc, c'est une analgésie qui est très efficace et c'est une analgésie qui est sûre. Nous n'avons pas noté d'incident majeur, en tout cas avec la pratique de l'analgésie caudale efficace. Donc, vous avez d'un côté une analgésie très efficace et une analgésie qui n'a pas beaucoup d'inconvénients, qui n'en a pas, en tout cas nous n'avons pas noté beaucoup d'inconvénients. Et puis, cette analgésie apporte vraiment une grande satisfaction. D'abord de l'enfant, c'est quand même spectaculaire d'opérer un enfant qui se réveille en souriant, qui ne pleure pas. C'est moins traumatisant. Cette analgésie rend vraiment cette expérience moins traumatisante, d'abord pour l'enfant et puis pour son environnement, notamment les parents. Le degré de satisfaction des parents est vraiment important et cette analgésie est facile à réaliser, donc ça ne demande pas beaucoup de moyens. Il suffit de disposer d'un cathéter pour une voie veineuse périphérique, de quoi désinfecter, porter des gants stériles. Voilà, on réalise. C'est vraiment facile à réaliser et elle ne coûte pas. C'est vraiment une pratique moins onéreuse. Donc, vous avez d'un côté donc, une analgésie très efficace et sûre, avec une bonne satisfaction. C'est ainsi que nous vous encourageons vraiment à pouvoir l'utiliser, surtout dans notre environnement qui a beaucoup de limites en rapport avec les ressources humaines et matérielles. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you very much, Dr. Pierre, for the presentation. And despite the technical issues, I think we've got something to learn today. So we're going to directly go to the question and answers section, and I see there is
one question, but I also have some other question. Docteur Pierre, il y a quelqu'un qui a demandé Oui. comment est-ce que vous déterminez dans le score des vendeurs le temps de oui. le score 2 et 3 dans votre évaluation de la douleur? Comment? Je n'ai pas bien suivi la question, ça a coupé, oui. Comment est-ce que on vous évalue le score? Comment est-ce que vous évaluez et vous donnez la cote 2 ou 3 dans la cote Evandol? Je crois que c'est une précision par rapport à ça. Alors, j'espère qu'il voulait parler en termes de par item, je pense, hein, par item. Donc, les Evandol, il y a en fait 5 items. Chaque item a une cote qui va de 0 à 3. 0, en fait, c'est quand l'item, l'élément recherché qui traduit la douleur manque. Et 1, c'est quand l'élément est là, mais son intensité est faible ou sa durée, c'est passager. Mais maintenant, le 3, c'est quand soit l'intensité est trop forte, soit le signe reste de façon permanente. Donc, si le signe persiste, là, c'est 3. Maintenant, quand ce n'est pas 1, donc ce n'est pas passager et ce n'est pas permanent, donc la cote, c'est 2. D'accord. Oui, oui. Hein. Merci Je beaucoup. Ne sais pas si... Oui, oui. Hein. C'est docteur Obadi. Oui, oui, je vous suis. Oui. Docteur, Poto de l'Afrique avait demandé si on ne pouvait pas donner l'anesthésie caudale en post-opératoire pour essayer de prolonger l'effet de l'analgésie, en fait. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, c'est une idée, mais le bénéfice de l'analgésie, ce n'est pas seulement en post-opératoire. Hein. Hein, c'est une idée, c'est une approche. Je pense que ce qu'il dit est intéressant, mais l'idée, c'est que l'analgésie devrait aussi profiter à l'enfant en péropératoire. Donc, quand il fait l'anesthésie, certes, il fait l'anesthésie générale, il a administré le fentanyl, il y a la kétamine, mais l'enfant peut aussi bénéficier de l'analgésie en péropératoire. C'était un peu ça l'idée que nous avions, c'est de lui faire bénéficier de l'analgésie en pér et en post-opératoire. Alors, oui, docteur Nicole voulait ajouter quelque chose par rapport à cette question. Oui. Docteur Nicole? Oui. Nicole, non, je n'ai pas demandé la parole. Merci. Ah, j'ai vu. OK, d'accord. Merci beaucoup. Alors, quelles sont une autre question qui vient de Franck? Oui. Peut-être avant de poser la question de Franck, je vais d'abord poser la question des anesthésistes avec lesquels je suis ici. Oui. Docteur Aga, il voulait demander quelle est la différence entre l'échelle de Flack et l'échelle Evandol. Alors, les deux, c'est par l'approche par hétéro-évaluation. En fait, ils utilisent certains items proches. Par exemple, dans le Flack, quand vous commencez par F, c'est le faciès. Le faciès, vous retrouvez ça dans le Evandol sous forme de mimique. Alors, entre les deux, donc, c'est des approches par hétéro-évaluation, mais la différence, c'est que le Flack, vous ne pouvez pas l'utiliser chez les tout petits. Chez les nouveaux-nés, vous ne pouvez pas l'utiliser, alors que le Evandol est utilisable. Donc, c'est des échelles comportementales, mais la différence, c'est qu'il y a une qui est utilisable à un âge et l'autre n'est pas utilisable à cet âge. Et moi, je trouve encore un peu le Evandol un peu plus précis, parce que le Evandol exploite plus ou moins de façon claire les items, et puis il est utilisable même chez les nouveaux-nés, ce qui n'est pas le cas pour les Flax. Le Flax, il faut commencer à partir de 2 mois. Bien, merci beaucoup. Une autre question vient de Dr. Franck qui voulait
demander quels sont les exemples d'intervention en sous-ombilical pour lesquels on peut pratiquer l'anesthésie caudale. Alors, caudale. Normalement, c'est pour toutes les chirurgies à partir de l'ombilic jusqu'en bas. Le volume monte, c'est-à-dire il y a une technique pour administrer les anesthésiques locaux. Une hernie ombilicale, vous pouvez faire une analgésie caudale. Pour une hernie ombilicale, donc vous pouvez faire pour les hernies inguinales, toutes les hernies. Vous pouvez faire pour les circoncisions, vous pouvez faire pour les orchidopexies, quand c'est par exemple les testicules ectopiques, hein, vous pouvez faire. Donc vous pouvez faire aussi pour la chirurgie des membres inférieurs. Donc voilà. Donc c'est à partir de l'ombilic, vous allez jusqu'aux orteils. Donc tous ces sites opératoires, en commençant par l'ombilic, vous descendez jusqu'aux orteils. Quand on opère à ces endroits, vous pouvez faire l'analgésie obstétrique, l'analgésie caudale pédiatrique, mais les quantités à donner varient. Quand vous êtes seulement pour les organes génitaux, les bourses ou les membres inférieurs, on donne une petite quantité. Et puis quand c'est la chirurgie inguinale, vous montez un peu, et la chirurgie inguinale, ombilicale, vous montez. Donc il y a une formule, c'est la règle des prescriptions d'Armitage que nous suivons, et ça aide. C'est seulement l'idée de l'anesthésie caudale. Hein. Donc, l'anesthésie caudale, on peut aussi faire une anesthésie caudale pour qu'on opère à partir de l'ombilic jusqu'en bas. On suit le même protocole. Mais la difficulté dans notre environnement, c'est que, oui, quand vous faites l'anesthésie caudale, l'enfant peut se réveiller avec un bloc moteur. Hein. Donc, on donne des grandes quantités, des grandes concentrations d'anesthésiques locaux, 0,25% en l'occurrence, et l'enfant peut se réveiller avec le bloc moteur. Quand l'enfant se bloque avec le bloc moteur, donc il ne sait pas bouger la partie inférieure de son corps, il ne sait pas bouger les membres inférieurs, ça biaiserait d'abord une partie de nos observations parce que déjà les enfants qui se réveillent avec bloc moteur, certains l'expriment sous forme de pleurs. Ils ne supportent pas de ne pas être en mesure de bouger le membre inférieur. C'est pourquoi nous, personnellement, nous privilégions l'analgésie caudale parce que l'enfant se réveille, il n'y a pas un bloc moteur et il peut bouger ses membres, mais c'est seulement la douleur que nous essayons de bloquer. Merci. Je n'entends rien parce que votre micro est coupé. Hein? Je m'excuse. Oui. Je m'excuse. Un intervenant demandait si on peut faire l'anesthésie locale, cette anesthésie caudale pour les interventions sus-ombilicales. Sus, non. Non, ce n'est pas décrit. Non, non. En sus-ombilical, il faut alors donner des grandes quantités. Le risque de chercher une anesthésie locale ou locale-régionale en sus-ombilical, c'est de gérer maintenant le retentissement. Quand vous faites plus le bloc est haut, plus vous avez vous allez avoir de retentissement. Donc, quand vous bloquez jusqu'à l'ombilic, la partie inférieure, vous avez un bloc sympathique. Le bloc sympathique, il y aura une hypotension. Je pense que ceux qui font des rachis, ils savent qu'après une rachis, la tension peut chuter à cause de ce bloc. Donc, quand vous faites, plus le bloc monte, plus vous avez ces retentissements hémodynamiques. Et plus le bloc monte, donc vous avez ces problèmes hémodynamiques, mais le bénéfice aussi. Donc, si jamais vous avez un bloc moteur qui monte si haut, je dis si jamais ça arrivait, donc vous allez avoir des problèmes respiratoires, autant de problèmes. Même pour l'anesthésie caudale, pour l'anesthésie, pour qu'on puisse opérer sous anesthésie caudale, il n'est pas recommandé classiquement. C'est une péridurale, hein, mais il n'est pas vraiment très recommandé de faire pour aller juste en sus-ombilical. Merci beaucoup. Un autre intervenant demande quelle est la durée de cette analgésie caudale? Comment est-ce que vous pouvez l'estimer? Mais aussi, une autre même question, y a-t-il d'autres produits qu'on peut utiliser à part la bupivacaïne? Alors, par rapport à la durée, nous n'avons pas eu le temps de surveiller la durée pour des réalités propres. Parmi les malades que nous avons opérés, il y a eu certains qui ont subi des chirurgies en ambulatoire. Donc, nous faisons et ils partent.
Et même la satisfaction des parents, c'était le lendemain. On les appelait le lendemain quand ils venaient au pansement, comment ils ont trouvé. Alors, ça, c'est une première difficulté. Donc, nous n'avions pas les gens en continu à l'hôpital pour pouvoir surveiller jusqu'à quand le bloc serait et l'analgésie serait totalement levée. Et puis, une autre difficulté, c'est la manière de vérifier. Comment vous allez vérifier chez un enfant qui ne pleure pas parce que vous avez coupé la douleur, quand est-ce que la douleur a repris? Parce que dans nos objectifs, c'était aussi que l'enfant n'éprouve rien. Est-ce que c'est les stimuler pour voir s'il a mal? Il y avait des petits problèmes. Nous n'avons pas pu exploiter jusqu'à ce niveau-là. Mais par contre, pour l'anesthésie caudale, quand on fait une anesthésie caudale, c'est connu, sans adjuvant, sans ajouter d'autres médicaments qui prolongent la durée des anesthésiques locaux. La durée de l'analgésie, c'est de 4 à 6 heures. Ça a été étudié partout ailleurs, c'est de 4 à 6 heures. Mais nous, dans nos observations, nous n'avons pas eu le moyen pour pouvoir, parce qu'il y en a qu'on a dû libérer de la salle de réveil, et puis il y en a qui sont allés, qui sont rentrés à la maison, donc on n'a pas pu établir une durée de cette anesthésie. Alors, en rapport avec les produits, il y avait une deuxième question en rapport avec les produits. En rapport avec les produits, il y a plusieurs produits qui sont utilisables. Nous, quels sont les produits qui sont utilisables chez nous? Nous, on fait essentiellement avec la bupivacaïne. Nous, ici, en province, nous n'avons que 2 anesthésiques locaux. Nous avons soit la lidocaïne, nous avons soit la bupivacaïne. Mais il y a des endroits où, par exemple, les gens peuvent être approvisionnés par la meilleure forme de bupivacaïne, la lévobupivacaïne, si vous en avez. Il y a des protocoles, c'est pratiquement la même chose. Vous pouvez utiliser la lévobupivacaïne et il y a d'autres médicaments pour des raisons de notre environnement spécifique que nous n'avons pas. Et le médicament que nous utilisons ici, la bupivacaïne, c'est d'abord un médicament très accessible, il est partout et la durée est longue. Mais il y a aussi la lidocaïne. Mais quand vous utilisez la lidocaïne, sachez que la lidocaïne a une durée plus courte que la bupivacaïne. Donc, l'intérêt sur l'analgésie va aussi être assez limité dans le temps par rapport à d'autres. Il y a beaucoup de médicaments. Je vous donne juste l'exemple. La bupivacaïne que nous utilisons se vend à Goma, dans une ville qui est à côté de chez nous. En gros, c'est autour de 1,4 $. Donc, un flacon peut servir une dizaine d'enfants. Voilà. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est vraiment un médicament assez accessible et qui n'a pas beaucoup d'effets. Donc, voilà. Et chacun peut utiliser ce qu'il trouve dans son milieu. Ouais. Merci beaucoup. Le temps nous est parti. Time is going on, but we can go a little bit ahead. There's some questions to answer. Il y a quelques questions. Il y a un participant qui demande, est-ce que vous pouvez nous partager ce protocole-là, comment vous le faites chez vous à l'hôpital, mais aussi quelqu'un voulait demander comment est-ce que vous diluez cette bupivacaïne, parce que sur le marché, nous avons la bupivacaïne à 0,5%. Comment vous faites pour diluer? Alors, je commence par le protocole. Hein. Ce n'est pas compliqué. Normalement, vous faites juste la caudale. Quand vous avez la caudale, vous allez maintenant mettre l'anesthésique locale. Donc, c'est pratiquement la même question qui m'est posée. Donc, vous faites une caudale à l'endroit et dès que vous êtes, la résistance s'effondre, vous êtes donc dans l'espace péridural au niveau caudal. Donc, vous laissez le cathéter. Comment nous donnons? Alors, nous prenons la bupivacaïne isobare. Attention, parce qu'il y a aussi la bupivacaïne hyperbare. Hein. La bupivacaïne que nous utilisons souvent pour la anesthésie, ce n'est pas celle-là qu'on a utilisée. Hein. Je voulais avoir cette précision. Donc, nous utilisons la bupivacaïne isobare. C'est le flacon des viales de 20 ml. Et si vous lisez sur le flacon, il n'y a pas de sucre ajouté. C'est le sucre qui ajoute le poids sur les ampoules de bupivacaïne que nous utilisons pour l'arachidon. Nous utilisons la bupivacaïne isobare. Alors, la bupivacaïne isobare est vendue à 0,5%. Quand vous prenez un flacon, vous verrez, ils vous écrivent ces 5 mg dans 1 millilitre. Donc, c'est 0,5%. Alors, si vous voulez ramener à 0,125% pour faire l'analgésie comme nous faisons, vous prenez un volume de bupivacaïne et vous ajoutez 3 volumes du sérum physiologique ou de l'eau distillée. Donc, quand vous prenez 0,5%,
Si vous achetez un volume pour un volume, ça vous fait 0,25%. Ça, c'est ce qui est recommandé pour l'anesthésie caudale, pas l'analgésie caudale. Ça, ce serait pour l'anesthésie caudale. Et si vous diluez encore, donc, volume pour volume, de ce volume que vous avez trouvé pour l'anesthésie caudale, c'est ça qui va vous faire maintenant du 0,125%. C'est pourquoi je vous ai simplifié en disant un volume de buvacaïne isobar tel que vendu, vous ajoutez 3 volumes de sérum physiologique de l'eau distillée. Alors, quand vous les faites, si par exemple l'enfant, vous avez calculé, il doit avoir 10 millilitres, vous prenez 2,5 millilitres, par exemple, de bupivacaïne isobar, vous ajoutez 7,5 millilitres de sérum physiologique ou de l'eau distillée, vous avez cette bupivacaïne de 0,125% et vous donnez le volume par rapport à cette formule d'Armitage. Et quand vous injectez, honnêtement, ça vous aide d'abord en opératoire. Je reviens à la question des poteaux. Donc, l'analgésie nous permet d'abord d'assurer aussi les PEROP et puis ça nous permet d'assurer la douleur en post-opératoire. Merci. Merci beaucoup, Dr Pierre. Peut-être une dernière question. Oui. Comment est-ce que vous allez constater que l'hypotension qui vient chez l'enfant serait due à cette analgésie caudale ou alors ça pourrait être dû à la LOTAM? Comment est-ce que vous allez différencier les deux? Alors, nous n'avons pas cherché en fait à définir la cause de l'hypotension. Nous avons juste essayé d'abord à détecter s'il y en avait plus d'un côté comme de l'autre. Mais globalement, quand on fait que ce soit l'anesthésie caudale ou l'analgésie caudale, l'hypotension chez l'enfant est rare. Quand vous faites une orachie, ça arrive. Chez l'enfant, c'est rare. Pourquoi? Parce que l'enfant a des mécanismes de compensation qui sont très efficaces. Donc, c'est rare, quand on fait une anesthésie loco-régionale chez l'enfant, même pour une caudale, d'avoir le bloc sympathique qui s'exprime par une hypotension artérielle. Si ça arrive, il faut quand même savoir que ça peut arriver, mais c'est très rare. Donc, quand on fait l'analgésie caudale, l'incident majeur qui est redouté, c'est en fait la rétention urinaire, quand on essaie un peu de lire de façon générale. Mais théoriquement, parce que même avec des doses analgésiques telles que nous donnons, nous allons aussi avoir quand même un bloc sympathique parce que les fibres sympathiques sont les fibres fines. C'est des très petites fibres. Donc, il va y avoir un bloc quand même, mais les mécanismes de compensation de l'enfant jugulent. Donc, nous avons juste recherché, c'était pour rassurer. Vous savez, docteur Obadi, les problèmes que les gens me posent là, c'est les mêmes problèmes que j'ai eu. J'ai aussi une grande équipe des infirmiers anesthésistes. Ils m'ont posé les mêmes questions. Ils disent, bon, quel est finalement le bénéfice et s'il y a une chute tensionnelle? Parce que certains peuvent dire que je ne vais pas faire parce que je n'ai pas un brassard approprié pour mesurer la pression artérielle de l'enfant. Il faut qu'on sache d'abord que c'est très rare, mais il faut les précautions. Vous dites? Oui, oui. Parce que chez moi, il y a des gens qui m'ont posé cette question aussi. Donc, voilà. Donc, l'hypotension, oui, oui, voilà, c'est bon. Merci. Merci beaucoup, Dr Pierre, pour cette présentation. Thank you very much, Dr Pierre, for this presentation. I want to thank you for your time. Thank you, everyone, for being with us. Before handing over to Nina, I would like to thank Smile Train for organizing this session. And it's a wonderful session as we work on children. It's very important that children we're working on are safe and the pain is well controlled. I want to thank Smile Train for organizing this session, especially for URC people. And thank you for Deborah, who have been with us and trying to push so that we can hear and learn more. We've had a nutrition session 3 weeks ago, and we are pleased to have this session. We hope that it's going to continue. Thank you very much, Deborah. And thank you very much for the West African College of Surgeons for this session.